Depuis janvier 2022, j'ai créé un wallet qui vous permet de suivre mes péripéties sur la DeFi. L'année 2022 était plutôt chaotique puisque je l'ai commencé avec 5000 $ et je l'ai terminé avec seulement 3000 $. Et d'ailleurs à ce moment-là, à toute fin 2022 et même au tout début 2023, j'étais entièrement en Bitcoin. C'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas garder. Sur 2023, je voulais faire pas mal de choses donc je m'étais pas mal diversifié. Je voyais vraiment 2023 comme une année chiante pour le marché crypto de A à Z où il y aurait eu très peu de volatilité et j'ai quand même sous-estimé cette fin d'année où on a eu clairement une explosion du marché crypto. Je vous spoil un petit peu, j'ai sous-performé le marché crypto, néanmoins j'avais un objectif pour 2023 et je l'ai accompli. Cet objectif c'était de revenir aux 5000 $ de départ. J'ai un petit peu triché, on va voir comment j'ai réussi à récupérer les 5000 $. En tout cas, si on me suit sur DBank, on voit que j'ai que 4000 $ sur mon adresse. Comment ça se fait? Il y a certaines cryptos qui ne sont pas sur ce suivi parce que j'ai des cryptos sur Prime Protocol, j'ai des cryptos sur Aptos, sur la blockchain Sui, sur Solana. Donc forcément, comme c'est des blockchains qui ne sont pas traqués par DBank, on ne peut pas tout retrouver au même endroit. Et ça m'embête un petit peu. Je me servais beaucoup de DBank pour l'aventure qu'il y a eu en 2022 et en 2023. Ça me permettait de tout vous montrer en toute transparence. En un clic, vous alliez sur un site et vous pouvez voir tout ce que je faisais sur mon portefeuille. Là, je suis dispatché un petit peu partout. Donc je pense qu'en 2024, je vais pas continuer cette aventure. Alors attention, mes adresses, elles existent toujours, elles seront toujours visibles et j'utiliserai toujours ce portefeuille pour les vidéos YouTube, mais il n'y aura pas de mon portefeuille 2024. Je pense que la série va s'arrêter pour l'instant dans la forme qu'elle avait, mais de toute façon sur fin 2023, vous avez vu que la série avait commencé à évoluer. Je numérotais même plus les épisodes en fait, parce que j'ai bien senti que la DeFi entre guillemets avait un petit peu changé. Je peux pas être centralisé que sur un écosystème, que sur la blockchain du moment. J'ai envie de m'étaler un petit peu sur plusieurs écosystèmes et je pense que cette année 2024, je vais plutôt revenir un petit peu ce sur quoi j'avais bâti la chaîne, c'est-à-dire la DeFi, chasser un petit peu les bons rendements par-ci par-là parce que la saison s'y prête bien et au passage, si on peut farmer des airdrops, si on peut faire d'autres trucs intéressants, je le ferai. Mais voilà, je vais essayer de me recentrer plus sur l'aspect farming, vraiment pur et dur, comme je faisais en 2021, en 2022, et peut-être un petit peu moins l'aspect airdrop, même si, bon, je dis ça, mais sur début 2024, vous allez voir, j'ai 2 grosses vidéos qui arrivent sur la thématique. Mais bon, c'est pas encore sorti, donc je vous spoil pas plus. On va faire un petit bilan de cette année. Alors, au tout début 2023, je vous ai dit, j'ai commencé l'année avec quasiment que du Bitcoin, et on peut clairement voir que j'ai sous-performé le marché crypto. Ce que j'appelle le marché crypto, c'est tout simplement le BTC, puisque c'est un petit peu lui qui représente le marché crypto global, et si j'avais gardé mes Bitcoins, aujourd'hui ça vaudrait 8000 $, et on peut voir ce que j'ai sur tous mes portefeuilles, ça vaut 6523 $. Donc je suis quand même loin de la valeur qu'auraient juste les bitcoins si je les avais hold. Surtout que ces bitcoins, j'aurais pu les mettre en lending sur AAV par exemple, emprunter des stabs par-dessus et aller faire des stratégies. Alors oui, j'aurais pu tomber sur un hack ou quoi que ce soit, c'est pas impossible. Mais techniquement, j'aurais même pu faire fructifier ces BTC. Donc la performance était pas dingue cette année et en plus, je dois quand même ma performance à un événement, c'est l'airdrop d'Arbitrum qui a littéralement fait exploser la valeur du portefeuille. Alors je sais plus combien j'avais gagné exactement avec l'airdrop d'Arbitrum, mais il me semble que c'était plus de 1000 $ et que j'en avais récupéré la moitié en stable, la moitié en Ether. Le fait aussi que j'ai sous-performé le marché crypto, c'est que j'ai eu beaucoup de stablecoins sur cette année et je pense que je suis pas le seul. Bitcoin sur l'année 2023, il a fait plus 175%, ce qui est vraiment une très belle performance. Je pense qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui n'a même pas fait plus 100%, qui n'a même pas fait x2 sur cette année. C'est pas étonnant, les stablecoins, ils prennent un certain poids dans le portefeuille et forcément quand on a le Bitcoin qui va faire une performance, les stablecoins, eux, ils vont pas performer. Ouais, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça sur le tableur, vous voyez que la performance, je suis passé de 3000 $ à peu près à 6500, j'ai de l'Ether, du Bitcoin, des stables, un petit peu de Sui, un petit peu d'Aptos. Et ce que je vais faire pour aujourd'hui, ça va être juste d'optimiser entre guillemets les liquidités qu'il y a dans mon portefeuille. La plupart des cryptos qui étaient déposés sur des protocoles, je les ai récupérés sur mon portefeuille et là,
avec l'arrivée probable des ETF, j'ai envie de faire une stratégie bien précise. J'ai fait un thread déjà pour m'expliquer sur ces ETF. Je suis pas convaincu que ça ait un si grand effet que ça sur le marché crypto. À mon avis, il va pas y avoir tant d'impact que ça, mais en y réfléchissant, j'ai l'impression que être exposé au Bitcoin, c'est forcément gagnant. Dans le sens où si les ETF passent sur Bitcoin, comme c'est autour de Bitcoin, il y a des chances qu'ils surperforment Ethereum. Quand il y a eu des news récentes autour de ces fameux ETF autour de Bitcoin, il avait tendance à surperformer Ethereum. En fait, je vois pas vraiment de scénario où être exposé au Bitcoin, c'est mauvais. Soit les ETF ils sont refusés, ça baisse et Bitcoin va forcément moins baisser que le reste du marché, parce que c'est beaucoup plus capitalisé. Soit les ETF passent et à part des petits altcoins évidemment qui vont sûrement surperformer Bitcoin, les gros alts ça m'étonnerait qu'ils surperforment BTC. Ethereum c'est très capitalisé et comme la news va vraiment être autour du Bitcoin, ça va finir par ruisseler je pense sur les alts etc. Mais au tout début ça m'étonnerait qu'Ethereum surperforme BTC. Je suis convaincu que Bitcoin va surperformer. Donc forcément j'ai de l'Ethereum dans mon portefeuille. Donc ce que je vais faire, ça va être de les déposer comme ça sur Bifi Finance. Alors je vais pas tout déposer sur Bifi, vous allez voir je vais faire 3 stratégies différentes avec mes Ethers. La première strat ça va être la plus classique on va dire, c'est une pool 50-50, Bitcoin Ethereum. Il y a quelques intérêts dessus mais j'y vais pas pour les intérêts, je m'en fous qu'il y ait 5% APY, 20%, 30%. Le gros des intérêts que je pense faire c'est via les impermanent loss. Comme je vais m'exposer uniquement avec des Ethereum, si jamais l'Ether il fait une moins bonne performance que Bitcoin, je vais me retrouver entre guillemets avec plus d'Ethereum sur ma position. Parce que les impermanent loss vont faire qu'il y aura plus d'Ether sur la pool de liquidité, moins de BTC. C'est un petit coup à jouer, peut-être que je me plante en faisant ça, peut-être que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si je me démerde bien, la vidéo devrait sortir avant cette décision des ETF. Donc on va voir, on croise les doigts pour que la vidéo soit dans les temps. En tout cas, je perds pas plus de temps que ça, j'ai déjà bien blablaté, je connecte ma ledger, je passe ma transaction et on passe au prochain protocole. Le deuxième protocole c'est sur ZK Sync, il s'agit de SyncSwap et d'ailleurs je viens de remarquer qu'ils ont fait plein de thèmes différents. Moi j'aime bien le thème Uranium donc je vais laisser celui-là et qu'est-ce que je vais faire sur SyncSwap? Je vais me mettre sur une pool de liquidité qui est très similaire, c'est une pool Bitcoin Ethereum, voilà, 50% de Bitcoin, 50% d'Ether, toujours la même vision. Si l'Ether sous-performe BTC, a priori, c'est pas une très mauvaise idée d'être sur cette pool de liquidité. Donc, je vais venir sur Deposit. Sur cette pool, je peux me permettre de rentrer qu'avec mes Ethereum. Comme il y a beaucoup de liquidité, l'équilibre va se faire tout seul. Je vais pas être trop impacté par ça. Vous allez voir qu'il y a une deuxième pool sur laquelle je vais devoir échanger mes cryptos pour déposer dessus. Sinon, je vais être assez impacté. On en reparlera juste après parce que c'est sur une autre blockchain. Là, je passe ma petite transaction, je dépose mes cryptos et on passe au prochain protocole. Voilà, justement, c'est le protocole sur lequel je vais devoir échanger mes cryptos. Là, il y a moins de liquidité. On n'a pas plusieurs millions de dollars, il y a 150 000 dollars de liquidité. Mais cette pool, elle est assez intéressante parce qu'elle est très exposée au BTC. Alors, si je me trompe, je vais avoir plus de pertes entre guillemets, mais si je me trompe pas, je vais avoir plus de gains. Donc, c'est un coup à jouer de ma part. Bien évidemment, je vous conseille pas de faire comme moi, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quoi la particularité de cette pool de liquidité? Elle est à 87% en BTC et 13% en Ether staké. Alors, ça m'aurait arrangé d'être en Ether tout court parce que si je reste longtemps sur la pool de liquidité, l'Ether staké, il a un avantage par rapport au Bitcoin, c'est qu'il génère des intérêts, donc il prend en valeur entre guillemets avec le temps, alors que le Bitcoin, il vaut toujours un Bitcoin. L'Ether staké, il vaut de plus en plus d'Ethereum. Donc ça peut jouer un petit peu contre moi sur le long terme, mais si je compte rester quelques semaines, un mois ou deux, normalement, je devrais pas trop être impacté par ce liquid staking. On verra bien. En tout cas, sur Arbitrum, j'ai que de l'Ether staké, donc je vais en échanger une bonne partie contre du Bitcoin. Comme ça m'évitera d'avoir trop de pertes à m'exposer directement avec l'Ether staké. Vous voyez, j'échange pas mes Ethereum pour rien. Si j'en échange pas, je vais avoir un price impact de 2%. Donc en quelque sorte, je vais perdre 2% si je dépose uniquement des Ether stakés. Donc là, il y a un intérêt. Je vais venir échanger à peu près 80% de mes Ether stakés en BTC, je les dépose sur la pool et on se retrouve pour la suite.
Maintenant que j'ai terminé avec mes Ethereum, qu'est-ce que je pourrais faire de mes Bitcoin? Bah, à vrai dire, je vais rien faire parce qu'ils sont déjà déposés sur des protocoles. J'ai un tout petit peu de BTC sur Aave, sur la blockchain Polygon. D'ailleurs, on peut voir que j'ai aussi des stablecoins sur Affine DeFi. Les stablecoins qui sont sur Affine, je vais pas y toucher parce qu'en ce moment, je farm l'airdrop du protocole. C'est pas les seuls stablecoins qui sont dans ce cas-là. J'en ai aussi sur TimeSwap par exemple. Je suis sur une position qui se termine le 5 janvier 2024, donc je vais attendre avant de les bouger. Ensuite, les autres protocoles, c'est ceux sur lesquels je viens de déposer. Mais voilà, ces deux petites exceptions, TimeSwap et Affine DeFi, je vais pas y toucher. Les bitcoins, ils sont déjà sur des positions, je vais pas y toucher non plus. Il me reste quoi d'autre dans mon portefeuille? Il me reste mes stablecoins essentiellement. Et qu'est-ce que je vais en faire de ces stablecoins? Je vais pas les laisser dormir comme ça sur mon portefeuille, même si ça pourrait être une bonne idée, dans le sens où si y a une catastrophe, que les ETF sur Bitcoin ils passent pas, ils sont refusés, ça peut faire dumper le marché, et du coup rester exposé en stablecoin, ça peut être pas mal pour pouvoir racheter plus bas éventuellement, ou tout simplement avoir un portefeuille qui ne baisse pas pendant que tout le marché crypto se pète la gueule. Mais là, si j'expose mes stablecoins à une pool avec du BTC, c'est que je suis plutôt optimiste sur les ETF. On commence par les USDC que j'ai sur la blockchain ZK-Sync. De base, je voulais les déposer sur SyncSwap aussi, parce qu'on a une pool avec de l'USDC et du Bitcoin. Le souci, c'est qu'on n'a pas trop de liquidité, donc j'ai quand même un petit impact si je m'expose à cette pool de liquidité. Je vais perdre à peu près 0,7%, donc ça me va pas trop. Ce que je vais faire, c'est d'aller m'exposer à la pool Ethereum USDC. Là, le souci, c'est que je vais être exposé à la volatilité de l'Ethereum et pas à la volatilité du Bitcoin. Bon, je pense que si Bitcoin pump avec les ETF, ça risque de faire pumper Ethereum aussi. Et si jamais il se passe pas grand chose ou que je me trompe et qu'Ethereum surperforme BTC, ça peut être intéressant quand même d'être exposé à cette pool de liquidité. Voilà, bon, je vais pas m'attarder plus que ça techniquement sur pourquoi j'ai choisi cette pool Ethereum USDC. Je vais déposer mes USDC dessus. Sur Bifi, on a un outil qui nous permet de zapper, donc de prendre une crypto et directement d'aller s'exposer à la pool de liquidité avec. J'aurais pu m'exposer à cette pool avec un autre stablecoin, avec du BTC, avec de l'Ether, avec n'importe quoi. Cet outil de Bifi, il est plutôt bien foutu. D'ailleurs, je vais baisser un peu le slippage, comme j'échange des grosses cryptos, il y a pas mal de liquidité dessus, je devrais pas trop être embêté par ça. J'ai plus qu'à passer ma transaction et on passe au prochain protocole. Ensuite, j'ai des DAI sur la blockchain Gnosis. Qu'est-ce que je vais en faire? Encore une fois, je vais m'exposer au Bitcoin mais aussi à l'Ethereum. Voilà, on a une pool avec des stablecoins, du Bitcoin, de l'Ether. En bonus, on a des intérêts par-dessus cette pool de liquidité, mais je vais pas venir déposer sur Balancer, je vais venir déposer sur Aura Finance. C'est un protocole qui vient par-dessus Balancer en quelque sorte. C'est peut-être pas la meilleure stratégie à faire sur la blockchain Gnosis, néanmoins je la trouve assez intéressante. Donc il faut d'abord que je m'expose à une pool de liquidité, parce que vous voyez que c'est pas des stablecoins, c'est du Stable3. Donc c'est quoi Stable3? En fait c'est une pool avec des stablecoins. Là je vais déposer que des DAI dedans. Je peux me permettre de déposer qu'un seul des stablecoins parce qu'il y a beaucoup de liquidité, donc j'ai aucun price impact. Pour cette stratégie, je vous montre tout parce que c'est un petit peu plus complexe. Donc j'ai déposé dans la première pool, j'ai 469 stable 3 et des poussières. Maintenant, je peux les déposer dans ma fameuse pool avec du BTC et de l'Ethereum. Il y a un petit peu de price impact, j'aurais pu optimiser ça, mais bon, j'ai pas trop envie de m'embêter. 0,3% de price impact, c'est pas dramatique non plus. Donc là, je signe ma transaction et je peux me rendre sur le dernier protocole. Enfin, c'est pas le dernier de la vidéo, c'est le dernier de cette stratégie. Maintenant, je suis sur Aura, je vais sur la pool qui m'intéresse, toujours la même. Et maintenant, j'ai plus qu'à déposer mes BPT. Donc BPT, c'est les tokens de pool de liquidité, les tokens que j'ai déposés sur Balancer. Je termine avec la blockchain Sui. J'avais quelques stablecoins sur ApeX, c'est un protocole comme GMX pour ceux qui connaissent, un protocole de perpétuel sur lequel on retrouve une pool de liquidité. Et de base, cette pool, elle m'intéressait beaucoup parce qu'on avait 10% d'exposition au Sui, 90% d'exposition au stablecoin, donc c'était quasiment une pool de stablecoin. En plus de ça, la valeur du Sui, elle s'est quand même appréciée depuis que je suis dessus, donc c'est intéressant, j'ai gagné quelques intérêts en déposant là-dessus, et en fait ce qui était le plus intéressant, c'était la perfusion d'intérêts qu'il y avait sur le protocole. Vous voyez, il y a 33% d'intérêts en ce moment, c'est quasiment que des récompenses en Sui, et c'était encore plus abusé il y a quelques jours encore. Quand j'ai été sur le protocole, il y avait 70% de rendement.
c'était complètement abusé. J'ai récupéré une bonne trentaine de SUI le temps que je reste sur le protocole. Ouais, c'était pas mal du tout, c'était assez bien payé. Là, je vais garder une partie de mes stablecoins safe, entre guillemets. Je vais aller farmer un airdrop aussi, tant qu'à faire, hein. Navi. Ils ont implémenté il y a peu de temps un système de points. Alors, j'ai pas encore bien compris ce système de points, donc je dépose pour l'instant et je verrai après. J'ai vu que l'autre gros protocole de lending sur la blockchain SUI avait aussi lancé un système de points, mais ça a l'air vraiment bizarre leur système, donc je préfère pas aller toucher à Scallop, à l'autre protocole de lending. Pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai plus mes chances pour l'airdrop avec le protocole Navi. J'ai un petit peu mieux saisi leur système de points, même s'il faut quand même que j'aille creuser un petit peu plus. Du côté de Scallop, c'est vraiment très bizarre. Je vais pas dire que c'est une arnaque ou quoi que ce soit, mais le système de points me plaît pas du tout là-bas. Donc je vais pas déposer tous mes stablecoins pour l'instant, je vais déposer que la moitié de mes stablecoins à peu près. Je suis payé en grande partie en token SUI, je gagnais des tokens SUI et a priori j'ai aussi un bonus en SUI staké. Donc c'est plutôt sympathique, on dit pas non, j'ai à peu près 20% d'intérêt sur mes USDC en déposant, c'est pas trop mal pour un protocole de lending. Et allez, on va terminer cette vidéo par un move un petit peu dégène, je vais encore en prime farmer un airdrop parce que Aftermath n'a pas de token, donc on sait jamais, peut-être que s'exposer à des pools de liquidité, ça peut rendre éligible à un airdrop dans le futur. On verra bien, en tout cas si ça vous intéresse, si la blockchain SUI vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur les airdrops qu'on peut aller farmer là-bas, donc je vous invite à aller la voir après cette vidéo si vous avez du temps, sinon vous pouvez aller regarder ça plus tard. Et en ce moment sur Aftermath, on a une pool de liquidité de zinzin, SUI USDC qui paye à 118% APY. Alors c'est un APY, donc ça prend en compte le fait que les intérêts soient réinvestis, alors qu'ils sont pas réinvestis, donc en fait ça sert juste à gonfler le chiffre que vous voyez. En réalité, on doit plus être sur du 80% d'intérêt, si je dis pas de bêtises, ce qui est déjà pas mal, hein. Honnêtement c'est pas dégueulasse, mais c'est un petit peu trompeur d'afficher un APY sur ce genre de protocole, parce que c'est pas Bifi Finance. Sur Bifi c'est logique, les intérêts sont réinvestis, là c'est un petit peu de la triche. Mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, il faut pas que j'aille tout de suite sur cet onglet-là, il faut d'abord que j'aille dans la pool de liquidité. Là, ça va être le move un petit peu dégène parce que je vais déposer que des USDC. Alors, entre guillemets, je vais parier à la hausse sur le SUI. Et c'est pas un gros pari à la hausse parce que, vous le voyez, il y a 20% d'exposition au SUI et 80% d'exposition à l'USDC. Donc en réalité, je vais avoir un effet de levier x 0,2 sur le prix du SUI. Au moins, cette pool de liquidité, elle me protège si jamais je me trompe sur mon scénario autour des ETF ou alors si la valeur du token SUI baisse. Ça peut arriver, hein, des fois sans raison. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un bon compromis cette pool de liquidité. Je vais déposer tous mes USDC dessus et allez, pour le fun, je vais mettre un SUI en plus. Donc deposit. Et maintenant, je peux revenir sur cette page, je peux venir staker mes LP tokens, hein, donc venir gagner les intérêts bonus. On se demande pas d'ailleurs en quoi sont les intérêts bonus, hein, c'est en token SUI, il y en a sur tous les protocoles, il y en a plein, c'est la folie. Et sur le protocole Aftermath, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que je peux bloquer mes liquidités pendant 1 à 12 jours, et plus je bloque longtemps mes liquidités, plus ça va booster mon rendement. Donc je vais les bloquer pendant 2 semaines à peu près, pendant 12 jours, je pense pas les retirer d'un coup d'urgence d'ici là, donc je suis à l'aise avec le fait de les bloquer pendant 12 jours, et là ça va quasiment doubler mon rendement, c'est complètement zinzin, je vais passer à 219% APY. Attention, c'est pas la même chose qu'un APR. Là, on va pas passer de 80% APR à 160. Je le fais de tête, mais je vous mettrai la correction sur l'écran. Je dirais que ça fait un truc comme 130% APR, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus, mais c'est quand même pas dégueulasse, honnêtement. Si je me plante pas et qu'au pire, le token SUI, il reste à peu près à sa valeur actuelle, ça me fait quand même de beaux intérêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette année, ça va être un petit peu un des seuls épisodes qui se rapproche de ce que j'ai fait en 2023 et en 2022, où je vous montre un petit peu mon portefeuille et ce que je vais faire dessus. Comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai des vidéos sur certaines thématiques, par exemple les airdrops à farmer sur telle blockchain, et j'utiliserai mon portefeuille pour vous montrer comment je vais farmer tel ou tel airdrop, etc. Et si jamais vous en avez besoin, vous pouvez toujours me retrouver sur D-Bank. J'ai pas toutes mes liquidités dessus, mais s'il y a des stratégies que je fais avec le portefeuille, je veux que ce soit transparent et que vous puissiez le retrouver. Sur 2024, c'est le mot-clé un petit peu, c'est la transparence. Je vais vous montrer ce que je fais et je veux continuer un petit peu de découvrir la DeFi, de farmer les bons rendements.
et évidemment de farmer les airdrops. Voilà, c'est à peu près tout ce qui va se passer sur 2024. J'espère que le petit programme vous plaît. En tout cas, si vous aimez bien la DeFi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien et allez chercher un parachute parce qu'on va parler d'airdrop dans la prochaine vidéo.